Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on en est à la 6e rencontre sur de la COVID-19 à la dictature mondiale. Mais je pensais à ça tantôt. Finalement, c'est pas un livre audio parce que vous me voyez, c'est pas juste auditif, c'est aussi visuel. Donc, je devrais dire un livre vidéo. Je ne sais pas si j'invente un nouveau mot, mais disons que c'est la 6e rencontre que je fais avec vous à propos de mon livre vidéo. Alors, j'étais rendue à la page 19, qui est l'introduction, et il y a quelques sous-titres, dont le premier sous-titre, c'est « Commençons par le commencement ». Si l'on entreprend de regarder un film au beau milieu de l'histoire, la confusion s'installe. On ne comprend rien avant un bon bout de temps. Peut-être même que certains liens ou éléments de ce film nous demeureront obscurs à travers tout le scénario ou presque. Même chose si l'on débute la lecture d'un roman après quelques chapitres. Ça n'a pas de sens. On pataugera dans le flou si l'on ne prend pas connaissance des éléments de base de l'histoire. Faut qu'on commence par situer ce qui se passe. Dans quel contexte, avec qui, à quelle place, à quel moment. À ce moment-là, je reviens à mon livre. Identifions donc les balises de départ pour comprendre un film, un roman ou la crise mondiale actuelle. Même affaire, qui additionne malheur sur malheur depuis le début de la crise COVID. Il nous faut déterminer la fondation sur laquelle repose l'ensemble du film ou du roman pour comprendre d'emblée le contexte d'un récit ou d'un scénario. Ensuite, l'histoire se déploie peu à peu à travers le temps. Nous la suivons au fur et à mesure des événements qui se succèdent les uns après les autres. Par conséquent, l'on ne se sent pas déboussolé comme au milieu de l'océan ou du désert. On n'est pas complètement perdu. Pareillement, trop de gens ignorent où se trouve la racine des troubles sociaux majeurs qui affectent l'humanité entière depuis mars 2020, ce qui donne naissance à une multitude de théories, de suppositions et d'à peu près. Tous et chacun tentent de donner sens aux événements perturbants que nous subissons depuis quelques années. Cette source inconnue égare complètement les populations. Nous verrons plus tard en quoi cette désorganisation informationnelle, une désorganisation informationnelle, c'est quelque chose qui est fait encore là par exprès. Faut pas l'oublier. A été volontairement orchestré. C'est ce que je viens de dire. Ne nous surprenons donc pas s'il devient difficile de s'y retrouver. Comme si on amorçait un casse-tête en omettant d'en monter le cadre. On manque alors de repères nécessaires pour se situer dans la réalité. On ne sait pas ce qu'on s'en va. La structure de base n'y apparaissant pas, nous travaillons plus laborieusement pour parvenir à intégrer l'ensemble, puis à voir de quoi il s'agit, quelle sorte de casse-tête que j'ai
C'est-tu un petit chat? C'est-tu un beau lac? C'est-tu plusieurs personnes qui sont en train de danser? C'est quoi mon casse-tête? C'est quoi mon image? Une fois les balises établies, le reste s'éclaircira de lui-même et prendra sens, comme un casse-tête qui est bien fait, tout terminé avec son encadrement, tout. Comme une maison se construit correctement sur une fondation solide, des liens allant de soi s'effectueront aisément. Autrement, l'on s'égare et l'on tourne en rond indéfiniment. On en a-tu vu du monde mêlé, qui comprenait rien, qui disait une chose un jour, le lendemain, une autre affaire, puis qui disait « je comprends plus rien », il y avait de quoi ne plus comprendre aussi. En 2020, quelqu'un me disait concernant la COVID, « on ne sait plus quoi penser ». Je suis sûre qu'il y en a qui vous l'ont dit à vous autres aussi. Peut-être que même vous-même, vous l'avez dit, je ne sais plus quoi penser. Ce commentaire éloquent exprime bien le degré d'incompréhension qui circule dans la société depuis cette pandémie très particulière. Par conséquent, j'ai entrepris d'édifier le casse-tête moi-même, de ce qui chavire le monde d'aujourd'hui. Je me suis dit, là, le beau fouillis, je vais essayer de remettre ça en ordre, de mettre tous les morceaux en place pour en faire un tout cohérent. Je m'y suis consacrée pour moi, pour vous et pour toutes les personnes que j'aime. C'est pas pour rien que j'ai fait tout ça, c'est parce que je considère que c'est extrêmement fondamental pour savoir qu'est-ce qu'il y en est et où est-ce qu'on s'en va. Comment réagir, quelles décisions prendre, comment orienter ma vie dans les circonstances. C'est des questions qui sont extrêmement importantes à répondre. Deuxième sous-titre de l'introduction, se renseigner à fond, 2 petits points, un enjeu majeur. Vous vous souvenez qu'il y a toujours un lien entre le premier élément d'une phrase et le deuxième quand il y a 2 petits points. Se renseigner à fond, un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Je m'étonne d'entendre des propos moqueurs au sujet des gens qui font des recherches sur Internet pour comprendre la crise COVID. Comme si d'effectuer des recherches s'avère ridicule. C'est comme si on était des cons de se mettre à la recherche de qu'est-ce qui se passe. Bizarre. De l'école primaire jusqu'aux études postdoctorales, nos professeurs nous ont toujours incités aux travaux de recherche. Moi, je m'en souviens des travaux de recherche dans mon enfance, dans mon adolescence. Ensuite, au niveau collégial, dans mes cours en pastoral, au niveau universitaire, dans mes cours d'accompagnement spirituel. Il y en a toujours eu des travaux de recherche. Pourquoi qualifier cette démarche de stupide? Je me demande si c'est pas de qualifier cette démarche de stupide qui est stupide, finalement. Je pense que c'est plutôt ça qui est stupide. N'est-ce pas par la recherche que les plus grandes découvertes scientifiques, médicales, artistiques ou autres voient le jour? Ce livre provient justement d'un immense travail de recherche, 4 ans de recherche. Hormis mes réflexions personnelles, 95% de ce que j'énonce se retrouve sur le web. L'Internet représente une immense bibliothèque
qui contient l'ensemble des connaissances du monde entier sur à peu près n'importe quel sujet. Et ce, en plusieurs langues. C'est fascinant. Ainsi, toute information, ou presque, sur une multitude incroyable de sujets nous deviennent accessibles. Évidemment, notre intelligence et notre discernement se voient sollicités pour trier le probable de l'improbable et le vrai du faux. C'est certain là, qu'il faut y réfléchir. Je constate particulièrement auprès des personnes âgées qu'une énorme méprise fait rage concernant l'Internet. Ils confondent souvent les réseaux sociaux, qui n'en manifestent finalement qu'une petite partie, avec la totalité de la toile. Il ne faut surtout pas mettre ces réseaux sur un pied d'égalité avec les connaissances sérieuses de personnes compétentes et diplômées qui enseignent leurs connaissances sur Internet et qui enseignent finalement ce qui s'apprend à l'université, dans plusieurs cas. Alors qu'à l'extrême opposé de cette réalité, les réseaux sociaux du net se comparent à une rencontre entre amis pour jaser de tout et de rien. On placote toutes sortes d'affaires, puis on dit à peu près n'importe quoi, là, juste pour passer le temps, puis s'amuser entre nous. Chacun y allant de ses opinions, des rumeurs qu'il entend et de ses impressions sur n'importe quel sujet. La justesse des énoncés n'offre donc aucune preuve garantie aux fiabilités. C'est loin d'être similaire, voyons donc. Pensons-y, ça n'a rien à voir. Par le biais du web, entre ces deux sources d'informations totalement aux antipodes dans leur fiabilité, des renseignements valables s'offrent également à nous. À chacun de réfléchir à ce qui nous est présenté afin d'en discerner la validité. Sous prétexte qu'il existe dans notre monde des livres absolument insignifiants, totalement erronés ou trompeurs, allons-nous cesser de lire pour autant? Pensons-y, là. C'est-tu parce qu'il y a des livres complètement cons que là, tous les livres sont cons? Qu'on va arrêter de lire? Parce qu'il y a quelques livres ou plusieurs livres, mais peu importe, qui sont stupides? Non, il y en a qui sont intelligents parmi les stupides. Voilà. Alors, allons-nous cesser de lire pour autant? Bien sûr que non. Nous sélectionnons nos lectures. Nous effectuons un tri entre les volumes sensés et les plus stupides. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'Internet, une réaction de rejet globale s'observe auprès d'une part de la population. C'est-à-dire que puisqu'il se publie sur Internet une certaine quantité, comme on dirait en bon québécois, de conneries et de mensonges, ces personnes boycottent tout ce qui s'y trouve. C'est ne pas trop y penser quand on agit comme ça. Ils jettent à la poubelle l'Internet tout d'un bloc. Parce que du mauvais, tout est mauvais. Ça marche pas comme ça. Cette réaction extrême dénote un immense préjugé qui ne favorise en rien un sain discernement. Ça, là, ça a tellement été un élément qui a empêché tant de personnes à comprendre les événements
depuis la crise COVID et à les comprendre aujourd'hui et probablement à les comprendre ils ne comprendront pas plus tard tant qu'ils ne dépasseront pas le préjugé de se dire sur Internet, il n'y a rien que des conneries. Comment est-ce qu'on peut aller consulter l'Internet si, en partant, on pense que c'est rien que des choses débiles qui sont du là? OK, je continue. Sur Internet, dans les livres et comme dans la vie, rien n'est complètement noir ou totalement blanc. Par conséquent, du moment qu'un individu élimine à 100% la source d'information qu'offre l'Internet, il tombe dans le piège de l'absolutisme. C'est un absolu, c'est tout ou rien. L'absolu, c'est tout. Donc, tout l'Internet est pourri. Mais non. Tout à fait, on tombe dans le piège de l'absolutisme, tout à fait. Selon cette expression bien connue, il jette le bébé avec l'eau sale du bain. La vraie expression, c'est supposé être « il jette le bébé avec l'eau du bain ». Mais moi, j'ai mis le mot « sale » pour dire que parce qu'il y a de l'eau sale sur Internet, on jette le bébé, on le fout aux poubelles. Je ne sais pas quelle mère ou quel père jetterait son bébé à la poubelle. L'eau sale, oui, c'est une bonne chose. Éliminons donc l'eau sale, mais ne jetons surtout pas le bébé. Le bébé qui sont les bonnes informations intelligentes, approuvées, démontrées d'Internet. Celui qui étudie peu en sait peu. C'est la logique même. Celui qui étudie beaucoup en connaît davantage, n'est-ce pas? Question de logique. Pour illustrer mon propos, supposons que je viens d'obtenir un post-doctorat en épidémiologie. En principe, j'en connais beaucoup plus sur le sujet qu'une infirmière auxiliaire. De même, se renseigner en profondeur sur les problèmes sociaux actuels offre une longueur d'avance, un sérieux acquis sur ceux qui ne se contentent au quotidien que du bulletin de nouvelles à la télévision. Une marge d'erreur demeure toujours possible, c'est certain. Ceux qui aspirent à se démêler et à se retrouver dans le labyrinthe des données contradictoires des médias de masse versus des médias alternatifs ne peuvent faire l'économie de la recherche des informations fiables. C'est d'une évidence criante. Il s'agit de se renseigner sur ce qui ébranle les fondements du monde depuis 2020, au point d'accumuler confirmation sur confirmation. Pensez-vous que moi, j'ai étudié 4 ans pour rien? C'est que je voulais-tu en avoir des confirmations sur confirmations? J'avais pas le goût d'écrire n'importe quoi. J'avais pas le goût de répandre n'importe quelles informations dites par n'importe qui. Alors, je pense que normalement, quand on est intelligent, c'est important pour nous d'accumuler confirmation sur confirmation, surtout pour des problèmes sociaux graves comme ceux qu'on a connus, où il était question de notre survie. C'est pas banal. C'est pas un petit sujet superficiel.
À écouter les points de vue des uns et des autres, il devient assez facile de percevoir ceux qui se renseignent en profondeur de ceux qui ne s'informent qu'en surface. On voit tout de suite par les opinions, les points de vue, ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y en est. Ce qui, pour moi, représente l'image la plus précise de la période confuse que nous traversons, c'est la structure d'un roman policier d'Agatha Christie. On croirait que la romancière prend un malin plaisir à confondre ses lecteurs dans un millimélo phénoménal. Elle les déroute volontairement, les mêle à l'extrême pour ensuite leur donner le sentiment de percer le mystère. Seulement une fausse impression qui paraît tellement plausible. C'est comme ça que ça se passe avec le COVID aussi, puis avec la dictature mondiale. Ça paraît tellement plausible d'une certaine façon, ce que nous ont dit les médias, mais quand on va plus à fond, on voit que ça ne tient pas la route. Mais, de manière superficielle, comme dans un roman d'Agatha Christie, la confusion s'installe. Elle les déroute volontairement, les mêle à l'extrême, pour ensuite leur donner le sentiment de percer le mystère. Seulement une fausse impression qui paraît tellement plausible, mais qui souvent se révèle si loin de la réalité. Voici le génie d'Agatha Christie. Elle tient ses lecteurs en haleine jusqu'à la fin ou un dénouement absolument inattendu les renverse complètement. Tout au long du roman, le plaisir du lecteur consiste à saisir le mystère au-delà des apparences et à confronter ses déductions avec les conclusions finales de l'affaire criminelle. Un roman de ce type nous distrait et nous aide à sortir du quotidien. Par contre, actuellement, les événements graves qui perturbent l'humanité n'ont rien d'un amusement. Mais il faut essayer de savoir qui sont les véritables criminels. De la même façon qu'on tente de le faire dans un roman policier d'Agatha Christie. Mais c'est encore beaucoup plus important que de le savoir dans un de ses romans à elle. Démêler le vrai du faux, trier le bon grain de l'ivraie, selon l'expression biblique assez connue. Trier le bon grain de l'ivraie de cette ère unique de l'histoire de l'humanité n'est pas un divertissement, mais une nécessité vitale. On nous disait, si vous attrapez la COVID, vous risquez de mourir. Si vous ne prenez pas l'injection, vous allez sûrement mourir, faire mourir les autres. C'est pas qu'une petite affaire. Donc, la nécessité vitale, c'est de trier le bon grain de l'ivraie. Autrement, nous mettons notre vie et notre bonheur en jeu, car de sérieuses décisions nous attendent. Se laisser entraîner par le courant s'avère très dangereux. C'est comme de se jeter dans le vide. Où c'est que je vais atterrir? Comment je vais atterrir? Comme on dit communément, ne pas être à son affaire nous expose à la vulnérabilité et à la manipulation. Et c'est justement ce qui s'est passé. Les peuples ont été extrêmement manipulés et ils le sont encore. Pour se sensibiliser les uns les autres à devenir responsables de soi,
Ne dit-on pas, si tu sais pas où tu t'en vas, d'autres vont le savoir à ta place? On entend ça régulièrement, mais c'est applicable à nos politiciens, à nos gouvernements, à nos médecins qui ont dit n'importe quoi pour répondre aux injonctions gouvernementales. Revenons donc à Agatha Christie. Imaginons que vous et un ami lisiez simultanément un de ses romans, alors que votre ami n'a lu que 25% du roman. Vous venez de le terminer. Vous en connaissez donc le dénouement, qui est le véritable meurtrier, et le reste, tout ce qui entoure le meurtrier, le décès de la personne, le meurtre, etc. Votre ami vous fait part de ses déductions, de ce qu'il comprend du récit et pourquoi il en arrive à ses conclusions. En l'écoutant attentivement, vous vous souvenez que vous entreteniez la même compréhension quand vous n'aviez parcouru que le même nombre de pages. Vous vous remettez dans le contexte et vous saisissez parfaitement pour quelle raison il parvient à de telles déductions. Maintenant que vous connaissez la fin de l'histoire, vous percevez comment Agatha Christie a tellement bien réussi à vous dérouter ainsi que votre ami. Vous l'informez, votre ami, de son égarement en lui mentionnant que vous connaissez dorénavant la vérité puisque vous avez suivi l'histoire jusqu'à la fin. En nous renseignant sérieusement, en nous informant aux bonnes sources, nous pourrons percer le mystère de l'histoire de la dictature mondiale qui cherche présentement à s'implanter. Quand je dis de se renseigner sérieusement en nous informant aux bonnes sources, je vais vous donner un exemple. Si, admettons, mon auto, j'ai pas d'auto, mais admettons, j'en aurais une. Supposons que mon auto est brisée. J'irai pas voir la fleuriste pour qu'elle répare mon auto. Je vais aller voir le garagiste parce que lui, il connaît ça. Alors, on avait, par exemple, Christian Dubé, un comptable, ministre de la Santé, qui nous disait quoi faire. Mais quand j'ai mal à quelque part, moi, je ne vais pas voir un comptable. Je vais voir le médecin. Mais j'y vais plus souvent parce que j'ai plus tellement confiance en eux. Puis de toute façon, j'ai une bonne santé. Alors, quand on a besoin d'avoir des informations sérieuses et véridiques, on va voir les personnes qui connaissent ça, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Encore là, c'est le gros bon sens qu'il dit. Ne steignons pas jusqu'à 25% du roman, comme notre ami qui n'avait pas beaucoup lu le livre, qui n'était pas très avancé. Bien, il faut continuer de lire le livre, de se renseigner. Il se trouve de véritables meurtriers, si je continue l'analogie avec les romans d'Agatha Christie, il se trouve de véritables meurtriers dans l'état actuel du monde qui n'a rien d'un roman, non, mais qui s'inscrit dans la vraie vie. Ne nous laissons pas dérouter par des données partielles du type 25%. Lisons le roman au complet. Nous verrons que les vrais criminels ne prennent pas la forme d'un virus, d'un changement climatique. Emmanuel Macron disait en mars 2020,
nous sommes en guerre. En guerre. En guerre contre qui? Ah! En guerre contre le coronavirus. Non. Le coronavirus, c'est pas lui le vrai criminel. On va le voir tout au long du livre aussi. Donc, nous verrons que les vrais criminels ne prennent pas la forme d'un virus, d'un changement climatique, une autre histoire, ou de menaçants extraterrestres, etc. On allait dire extraterra. Ceci ne constitue que de faux éléments pour dérouter les peuples, à l'image d'Agatha Christie, qui égare, regardez le mot, sciemment. Le mot sciemment est important. Agatha Christie, c'est son génie pour distraire les gens, d'égarer sciemment ses lecteurs. Mais les dirigeants, les gouvernants de notre monde ont voulu sciemment nous égarer. Et malheureusement, ils ont réussi avec une bonne part de la population. Et c'est pourquoi, même si plusieurs comprennent ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, puis ce qui risque d'arriver dans l'avenir, moi, je continue pour ceux qui ont encore besoin d'informations, de renseignements, qui ont encore besoin des données essentielles pour comprendre notre monde. Un autre sous-titre, le dernier sous-titre de l'introduction du livre vidéo. J'aime ça finalement, cette expression-là, un livre vidéo, c'est fun. Donc, le sous-titre, la quête de la vérité. On est rendu là. Allons au fond des choses, car la vérité ne se situe pas nécessairement là où nous pourrions le croire de prime abord. C'est là que je disais, il faut aller plus loin, faut gratter en dessous du vernis, pas se contenter du superficiel. Cherchons là la vérité avec persévérance et sincérité. Cherchez et vous trouverez, disait le Christ, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 7. C'est une expression qu'on entend très régulièrement, cherchez et vous trouverez. Alors qu'on ne vienne pas me dire que de chercher ce qui s'est passé concernant la crise COVID et ce qui se passe en vue de la dictature mondiale, c'est ridicule. Même le Christ l'a dit, cherchez et vous trouverez. Et ça fait plus de 2000 ans que les croyants le répètent, et même les incroyants. Tout le monde dit ça, cherchez, vous trouverez. La vérité finit bien par se révéler à nous. La vérité finira bien, par se révéler à nous. Cette quête de vérité se veut essentielle si nous ne voulons pas nous bercer d'illusions. Lorsque la vérité n'apparaît pas, tout perd son sens. Nous nous appuyons sur elle pour nous orienter sur la route, au carrefour des différents sentiers qui s'ouvrent devant nous. Arthur Schopenhauer disait « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Tiens, ça me dit quelque chose. Des vérités ridiculisées. J'imagine que ça vous parle aussi. Ensuite, la vérité subit une forte opposition. Puis, finalement, elle est considérée, la vérité, comme ayant toujours été une évidence. Cette pensée convient tellement bien aux controverses actuelles. Je ne suis pas devin,
mais je crois qu'elle se réalisera telle qu'énoncée. Une conception de la vérité circule dans la société depuis quelques années. Les gens prétendent que la, avec un grand L et un grand V, que la vérité n'existe pas. Ça aussi, on entend ça régulièrement. Il paraît qu'il n'existe uniquement que ma vérité, que ta vérité et que sa vérité. J'adhère en partie à cette définition. Chacun comprend les choses à sa façon et considère qu'il a raison. C'est normal. Cependant, la certitude intérieure de percevoir la réalité avec justesse ne signifie pas nécessairement qu'une personne possède objectivement la vérité sur un sujet donné. Il y a une grosse nuance. La vérité avec un grand L et avec un grand V. N'empêche que, d'après moi, la vérité, le grand L et le grand V, la vérité, d'après moi, elle existe, même si personne, encore là, tenez compte des nuances que j'amène. La vérité existe, même si personne ne peut prétendre la détenir entièrement. Pour illustrer mon point de vue, je vous propose cette comparaison. 4 personnes, tous ensemble devant la façade d'une maison sans fenêtre, n'ayant qu'une seule porte d'entrée, elle-même sans fenêtre, voient le propriétaire entrer dans la maison en refermant la porte. Les 4 personnes argumentent entre elles pour définir dans quelle pièce se situe le propriétaire. Chacune a ses raisons de déclarer, par exemple, qu'il est dans la cuisine. Un autre prétend qu'il se repose au salon. Un troisième est convaincu qu'il va se coucher dans la chambre et ainsi de suite. Chacun a sa vérité. Voyez-vous là, chacun son opinion, ses raisons, ses arguments. C'est la vérité de chacun. Pour chaque personne, c'est vrai. Mais, encore là, il y a un mais. Personne, dans la maison, dans le contexte que je vous situe, aucune fenêtre, même pas dans la porte, pas de porte ouverte, c'est absolument opaque. Donc, dans cette situation, personne n'a la possibilité de voir de ses propres yeux où le propriétaire s'est effectivement rendu dans sa maison. Il n'y en a pas de possibilité de le voir. Alors, comment dire sans marge d'erreur? Comment avoir une certitude absolue qui est dans telle ou telle pièce? Personne ne possède donc les moyens d'une preuve absolue. Aucun de ces 4 individus ne peut donc prétendre de manière certaine qu'il dit vrai sur le véritable lieu où se situe cette personne dans sa maison. Ma vérité, ta vérité et sa vérité ne réfèrent alors qu'à des opinions bien personnelles. Toutefois, dans les faits, le propriétaire de cette maison est bel et bien dans une pièce précise. Il ne s'est pas volatilisé quand il est rentré dans la maison. Il s'est en allé dans une pièce précise. Laquelle, on ne le sait pas.
mais il est à quelque part assurément. Cette pièce où son corps est placé dans les faits réels représente la vérité. La, avec un grand L et un grand V, encore une fois. La conclusion de cette histoire est que la vérité existe, même si personne ne peut garantir, sans marge d'erreur, qu'il la détient parfaitement, à tout point de vue, sans possibilité d'erreur. Non, personne ne peut jurer de ça. Par contre, objectivement, la vérité, elle existe. Objectivement, le propriétaire de la maison est dans une pièce X. Laquelle? On ne sait pas, mais objectivement, il est quelque part. Autrement dit, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, ma vérité, sa vérité et ta vérité existent, mais la vérité également. Surtout, n'oublions pas que la vérité, ça c'est un autre aspect là, n'oublions pas que la vérité n'est pas celle que l'on veut, elle est celle qui est. J'ai mis est, E-S-T en lettres majuscules. Si on pense que la vérité est celle qu'on veut, on risque de temps en temps d'avoir de mauvaises surprises. Elle est celle qui est la vérité, sinon on tombe dans le déni qui éloigne forcément de la vérité. Partons donc ensemble à sa conquête autant que faire se peut. Et pour conclure cette introduction, voici dans l'histoire de la COVID-19 les enjeux qui imposent la recherche de la vérité. La première, est-ce que les mesures sanitaires menacent... Non, je recommence. Le premier des enjeux, mesures sanitaires et menaces de maladie, vrai ou faux? Grande question, très grande question. Vaccin sauveur ou vaccin meurtrier? C'est loin d'être pareil. C'est une question qu'il faut répondre. Il faut partir à la recherche de la vérité. Transhumanisme, virgule, une merveille, point d'interrogation? Ouh, pas si sûr, pas si sûr. Allons-y voir avant de se prononcer. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée et on se reverra bientôt pour une 7e rencontre sur le livre vidéo de Solange Thibodeau. Ça rime. Bonne soirée.